Bienvenue à notre deuxième table d'échange. Oh, un instant, j'ai oublié le détail. Oui, merci beaucoup François. On débute l'enregistrement, ça aide toujours. Merci beaucoup François. Alors, bonjour à tous, bienvenue à la table d'échange technopédagogique du REFAD, notre deuxième de notre saison 2019-2020. La table d'échange aujourd'hui, réalité virtuelle et intelligence artificielle, utopie ou véritable avenir pour l'enseignement et la formation à distance, avec Mme Sophie Caliès de Brignac. Un énorme merci à Sophie pour son implication pour ouvrir la table d'aujourd'hui. Mme Caliès présentera le sujet pendant une quinzaine de minutes et ensuite la parole va être donnée à tout le monde, que vous utilisiez le clavardage, et surtout, étant donné que c'est une table d'échange, vous pouvez utiliser le logiciel Zoom, dont vous trouverez les boutons pour la manipulation en descendant votre curseur tout en bas. On vous invite à utiliser votre micro et votre caméra pour pouvoir échanger. On remercie également Patrimoine canadien et le secrétariat aux relations canadiennes du Québec, le SQRC, pour leur appui financier pour notre série de tables d'échange 2019-2020 et nos ateliers également. Monsieur Michel Richer, qui est l'animateur de la formation. Et on remercie aussi l'équipe du CEDAF pour l'appui technique et l'enregistrement vidéo. Monsieur François Dallaire, qui est l'homme de l'ombre qui va enregistrer le tout. Si vous avez des questions, des commentaires suite à la formation, vous écrivez au REFAD à l'adresse que je vous redonne. Et si suite à la table d'échange, vous voulez obtenir le document, le clavardage et le lien vidéo, vous avez qu'à nous contacter. On se fera plaisir de vous faire suivre le tout. Le tout est supposé également se terminer à 13h heure de l'Est du Canada, mais si le momentum le permet et tout le monde est disponible, on peut demeurer, si Sophie est d'accord également, on peut continuer la table d'échange sans problème. Alors, je souhaite à tous une très bonne période d'échange et je laisse la parole à M. Richer, l'animateur. Merci beaucoup Alain. Quelques mots seulement pour vous souhaiter à mon tour la bienvenue à notre seconde table d'échange, l'édition 2019-2020. C'est un très grand plaisir de vous accueillir encore une fois et si nombreux pour partager, discuter, échanger. Alain le mentionnait à l'instant, notre thème aujourd'hui, vous le connaissez, réalité virtuelle et intelligence artificielle, utopie ou véritable avenir pour l'enseignement et la FAD. C'est un sujet qui est à la fois émergent et déjà résolument actuel, un sujet qui ne laisse surtout pas indifférent. Votre participation a fait foi. Il y a une réelle volonté de comprendre ce qui s'inscrit et ce qui va s'inscrire dans ce qui ressemble à une nouvelle donne. Et le fait que vous soyez tous là, un peu plus de 48 branchements, si je me fie à ce que j'ai à l'écran présentement, ça montre déjà votre propre intérêt pour le sujet et ses liens avec les meilleures pratiques pour l'enseignement et l'apprentissage. Tout ce qui peut agir sur la réussite éducative et sur l'engagement de nos étudiants nous interpelle, on le sait et on le vit tous. Les habitués des tables du REFAD le savent déjà, on n'est jamais dans une quête de formules magiques ou de réponses uniques. On veut juste, ensemble, colliger des façons de faire, cibler des pistes d'action, réfléchir et au final, bonifier nos pratiques. Ça vaut pour chacun de nous, dans nos rôles et dans nos milieux respectifs, bien sûr. Nous souhaitons donc connaître à nouveau aujourd'hui, en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, vos points de vue, vos opinions, vos solutions, qu'elles soient déjà en place ou en projet. Je vous invite à profiter pleinement de l'opportunité qu'offre cette table d'échange en vous impliquant individuellement, dis-je, et collectivement. N'hésitez surtout pas à participer, c'est ce qui est visé, à la fois pour votre propre bénéfice et pour celui des participants réunis autour de cette table d'échange. Aujourd'hui, nous utilisons Zoom comme technologie pour nous réunir. L'expérience de la dernière table à la fin octobre a été plus que positive. L'outil facilite vraiment la création de ce que j'appellerais une proximité à distance. Nous devrions faire à nouveau le même constat aujourd'hui et je mentionnerai, si jamais il y a un problème technique de son ou d'image, je vous inviterai, le cas échéant, à vous rebrancher comme vous l'avez fait au début, si jamais il y a un glitch informatique, mais ça devrait très bien fonctionner. Au début de chacune de nos tables, il y a toujours une courte présentation pour informer et éclairer sur le sujet. Tout ça pour bien lancer nos échanges, c'est bien sûr le cas aujourd'hui. Pour cette table, nous accueillons maintenant, et avec un très grand plaisir, Mme Sophie Caliès. Un mot de présentation et je lui laisse le micro. Et le mot de présentation, je l'ai ici.
Voilà. Sophie Caliès détient un baccalauréat en psychologie et en philosophie, une maîtrise en neurosciences et en psychologie cognitive, un doctorat en intelligence artificielle appliquée à l'éducation et un post-doctorat en réalité virtuelle appliquée à la formation. Elle est également enseignante et chargée de cours depuis 2007 et a encadré de nombreux étudiants à l'Université de Montréal, à l'UQAM, au Collège Maisonneuve et à l'Université TÉLUQ. Elle a cofondé en 2018 la compagnie Brainiac, qui propose des solutions innovantes d'apprentissage et de formation dans les domaines publics et privés pour différents champs d'application. Réalité virtuelle, jeux d'évasion pédagogique, formation hybride interactive, pour ne donner que ces quelques exemples. Ces activités de recherche portent sur le e-learning, la formation à distance, la technologie éducative, les jeux sérieux, la ludification des apprentissages, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Elle est chercheuse, membre du laboratoire d'intelligence artificielle GEDAC, j'espère que je le prononce correctement, de l'UQAM, et je me permettrai d'ajouter personnellement que c'est aussi et pour beaucoup une véritable passionnée qui fouille au quotidien les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Je lui cède le micro sans plus attendre et avec plaisir. Sophie, tu prends le temps qu'il faut. Elle mentionnait 10-15 minutes. Tu prends le temps qu'il faut. Si c'est un peu plus, un peu moins, ta présentation est parlante, éclairante. On va partir de ça pour bâtir les échanges après, tous ensemble. Donc, je te laisse le micro avec grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, de mon côté, oui. OK. Écoute, vous m'arrêtez si jamais il y a un problème. Eh bien, bienvenue. Je voulais remercier encore l'AREFAD, toute l'équipe et Alain de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité. Je parle au nom de Brainiac aussi, sur ce sujet qui, ma foi, évidemment, m'intéresse beaucoup. La réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, utopie ou véritable avenir pour l'enseignement et la FAD. Alors, je vais essayer de passer à la prochaine slide. Ok, je vais passer comme ça. Ok. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous emmener en utopie. Les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, évidemment, n'y échappe pas, mais également l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie, c'est une discipline d'informatique, une sous-discipline, mais elle est utilisée maintenant dans les nouvelles technologies. Donc, on va parler largement plus des nouvelles technologies. Donc, si vous voulez bien, je vous amène en utopie. Et ces nouvelles technologies, elles suscitent énormément d'attentes, de rêves, n'ayons pas peur des mots, même de fantasmes. C'est valable pour l'intelligence artificielle, évidemment, et ces fantasmes, ces rêves, ils sont énormément véhiculés par les médias et par les arts. Dans le cinéma, évidemment, l'intelligence artificielle a été amplement mentionnée et traitée. Ici, je vous mets un exemple avec un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Ex Machina. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir parce que c'est assez rare sur les films qui traitent de l'IA, mais le contenu est vraiment pertinent et juste. Mais vous voyez ce que ça suscite. On parle ici d'une intelligence artificielle forte, limite de la singularité finalement qui est atteinte. On est vraiment dans le rêve là. Mais également, avec tous ces fantasmes, ces rêves que ces nouvelles technologies suscitent, il y a également un phénomène de peur vis-à-vis de ces technologies. Et il ne se passe pas, une semaine sans qu'on ait un article de ce style, l'intelligence artificielle, danger, va prendre le contrôle, Terminator, tout ça. Donc, c'est sûr que ça suscite aussi toutes ces peurs qui viennent avec tous ces fantasmes. Et en réalité virtuelle, ça a été abordé aussi beaucoup dans le 7e art. Là, je vous mets l'exemple de Ready Player One. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le voir. Parce que ça parle évidemment de la réalité virtuelle, mais ça parle aussi de tout le matériel qui est autour de manière assez intéressante. Et puis, c'est très culture geek aussi pour les geeks d'entre nous. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de film. Mais bon, vous avez tous vu Matrix également. Là aussi, on est dans le fantasme. On est dans la réalité virtuelle parfaitement atteinte et qui se confond complètement avec la réalité. Et c'est clair qu'on est dans le fantasme parce que je vous assure que c'est pas demain la veille qu'on met des casques et qu'on court dans la rue comme ça sans se cogner dans tous les murs.
Donc, mais c'est toujours intéressant, hein. Moi, j'aime beaucoup regarder les films de science-fiction qui traitent ces sujets-là, parce que l'être humain ne peut pas s'en empêcher d'aller vers ses œuvres finalement. Donc, on essaie toujours d'atteindre ce rêve, ce fantasme-là. Maintenant, si vous voulez bien, on va se réveiller. Et alors, attention, là, c'est le dur retour à la réalité. En fait, pour de vrai, on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout à l'intelligence artificielle forte. On n'en est pas du tout à des casques de réalité virtuelle parfaits qui nous immergent complètement dans un monde où on peut faire absolument ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que les ordinateurs, évidemment, il y a le chat qui arrive, excusez-moi. Les ordinateurs sont beaucoup plus performants qu'avant, certes, et on penserait que ce serait suffisant pour atteindre une forme d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que les ordinateurs ont des processeurs et une mémoire qui est quasiment infinie. Donc là, on s'est dit, bon, bah, super, ça va, ils vont être juste super intelligents. Et en fait, là, je ne vais pas aller dans un discours de philosophie, mais parfois j'ai un peu envie. Mais l'intelligence humaine, c'est bien plus que ça finalement. C'est bien plus qu'une mémoire, illimitée, enfin une forte mémoire en tout cas. C'est aussi des facultés très créatives, de libre arbitre, de jugement, d'humour aussi, hein. L'être humain est capable d'humour et d'apprécier enfin de trouver beau quelque chose sans forcément expliquer pourquoi. Et d'un raisonnement aussi logique qui est quand même très fort, des intuitions aussi, parce qu'on est des êtres émotifs aussi sans doute. Bref, on n'y est pas du tout. Et Terminator, je vous assure que c'est pas pour demain, je vous rassure. Donc, on n'en est pas là du tout. Et en plus, il y a un aspect aussi important, très important à comprendre en intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit au début, c'est une sous-discipline d'informatique. Mais elle-même, l'intelligence artificielle, elle se compose de différentes méthodes et techniques finalement. Et là aussi, il y a une grosse incompréhension. Encore une fois, on est toujours dans ce rêve-là. Et depuis 5-6 ans, c'est le machine learning qui est une des techniques d'IA qui se trouve là, sur le graphique. Et l'apprentissage profond qui gagne un peu sur tout le reste. Là aussi, on est dans le rêve parce que le machine learning, ça fonctionne comme des réseaux de neurones. Donc, c'est censé imiter, avec beaucoup de guillemets, le cerveau humain. Et encore une fois, on s'est dit qu'avec nos grosses machines et bientôt les ordinateurs quantiques qui arrivent, que ça allait aboutir à une intelligence artificielle beaucoup plus forte. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je montre souvent ce graphique aussi en conférence parce que je vais vous expliquer que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste le machine learning, c'est une discipline qui est beaucoup plus complexe. Et faut avoir aussi conscience de ça, il y a des effets de mode dans l'intelligence artificielle. Dans les années 80, c'était clairement les systèmes experts que vous avez plus à gauche, là dans le bleu. Maintenant, on est plus dans le deep learning. Bon, selon l'avancée des technologies aussi, ça va sans doute évoluer. Mais toujours est-il que la théorie qui est derrière, les théories d'IA, donc au niveau des algorithmes, on n'y est pas encore malheureusement. On arrive à faire des choses très impressionnantes grâce à la puissance de calcul, mais on n'arrive pas encore bien à imiter l'intelligence humaine. En réalité virtuelle, là on revient un peu, on est toujours dans le retour à la réalité. Porter un casque de réalité virtuelle, c'est bluffant pour 1000 raisons, ça on en parlera après. Mais il y a une réalité là. C'est que les casques ne sont pas aussi performants encore qu'on le voudrait et surtout il y a énormément de contraintes. On va y revenir après sur ces fameuses contraintes. Et non, on ne peut pas porter un casque et courir comme ça dans la rue. Il y a toujours cet appareillage dont il faut avoir conscience. Pardon. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, notamment au niveau des logiciels et des applications qui existent et comment les utiliser. Donc, on en vient à ce problème finalement avec ces nouvelles technologies. C'est que en formation, vous avez toujours des contraintes finalement à prendre en compte. Mais avec les nouvelles technologies, ce phénomène est complètement exacerbé.
Donc, on est là avec notre pire ennemi qui est encore plus fort. Le pire ennemi des formateurs, c'est les contraintes. Alors, pourquoi il y a des contraintes en intelligence artificielle et en réalité virtuelle en formation? Déjà, il y a des contraintes liées à la méthode d'IA que vous voulez utiliser. Alors, je reviens au machine learning. Je vous l'ai dit, c'est à la mode. En ce moment, on ne parle que de ça. Les startups à Montréal, en plus, on est le nouveau siège de l'IA. Ça ne fonctionne qu'avec du machine learning. Donc, ça a l'air comme ça la solution magique, mais en fait, c'est pas du tout magique. Ça fonctionne avec une recette. C'est vraiment une recette de cuisine à suivre. Et une des contraintes, c'est d'avoir, si vous voulez utiliser le machine learning, c'est d'avoir énormément de données. Alors, en éducation, ça pose un problème parce que la plupart du temps, en l'occurrence, on parle de la formation à distance. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Vous avez un cours en ligne. Bon, à moins d'avoir fait le cours en ligne du siècle, mais en général, on a entre 10 et 50 inscrits, admettons. Bon, vous ne pourrez pas faire de machine learning avec ça. Par contre, ça peut être utilisé dans des MOOC. Coursera, la Khan Academy, ils l'utilisent un petit peu. Donc ça devient plus intéressant. Mais voilà, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Si vous utilisez une autre méthode, ça peut être plus intéressant, comme des réseaux bayésiens, des systèmes experts. Mais vous voyez que là, on revient toujours à ce problème-là. Il faut connaître ces différentes méthodes, il faut en avoir conscience. Donc ça, c'est les contraintes plus par rapport à l'IA. Au niveau de la réalité virtuelle, alors là, vous avez des contraintes, si vous connaissez un peu la réalité virtuelle, vous avez des contraintes de matériel finalement. Tout à l'heure, on a vu le bonhomme entouré des fils. Oui, vous avez des casques qui sont filaires et non filaires. Alors, filaire, ça pose des contraintes de déplacement et de mobilité. Non filaires, les casques sont moins performants. La batterie ne dure pas très longtemps, en fait. Ça chauffe assez vite. Bon, c'est tous des petits détails, mais c'est important en formation, ce genre de petits détails. Il peut y avoir un inconfort lié à l'utilisation aussi. Ça dépend vraiment des gens. Pour ma part, ce n'est absolument pas mon cas. Je peux rester 4 heures dans la réalité virtuelle sans problème. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester plus de 15 minutes. Et en fait, quand on fait des formations en réalité virtuelle, on va cibler du 5-10 minutes. Donc, ça pose aussi un problème, du coup, parce que ça veut dire que la formation est extrêmement courte. Donc, vous pouvez faire que de l'évaluation ou prendre un élément d'une compétence, par exemple. Ensuite, il y a les contraintes liées au design. Évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, que ce soit en IA, si vous utilisez une technique d'IA, par exemple, en formation, ou si vous utilisez la réalité virtuelle, il y a des limites techniques qui sont associées au logiciel. On ne peut pas tout faire non plus. C'est pour ça que nous, par exemple, chez Brainiac, on fait beaucoup de vidéos 360 parce qu'en réalité virtuelle, en modélisation 3D, il y a des contraintes évidemment de concevoir tout un monde en 3 dimensions, c'est extrêmement long et très contraignant. Aussi, toujours plus en lien avec ce design, il y a toujours un phénomène, ce qu'on appelle d'implémentation de la technologie qui est bâclée, c'est-à-dire qu'on utilise comme on dit si bien en québécois, l'effet wow. De la nouvelle technologie, on va absolument l'implémenter et en fait, on bâcle tout le processus de design, ce qui est dommage, puisqu'en tant que concepteur pédagogique, on a des méthodes de design pédagogique bien établies. Mais quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, surtout avec la réalité virtuelle, on ne peut pas s'en empêcher. On trouve ça tellement merveilleux qu'on pense qu'on va juste mettre l'apprenant avec son casque et que, comme par magie, il va tout comprendre. Et en fait, non. Mais bon, ça, c'est assez naturel, c'est humain. C'est comme ça, mais bon, il faut en avoir conscience. Il y a également on peut négliger aussi des contraintes liées, encore une fois, au matériel, notamment, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais tout ce qui concerne les batteries et les connexions Internet, le Wi-Fi. C'est des contraintes qui sont assez classiques, mais il faut y penser aussi. Et enfin, il y a des contraintes que j'ai appelées idéologiques. Alors, c'est un bien gros mot, désolé, mais que ce soit en intelligence artificielle ou en réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par contrainte idéologique? C'est, par exemple, des formateurs, ça peut arriver, des apprenants ou juste des gens qui sont réfractaires, en fait, à l'utilisation des nouvelles technologies. Il y a 1000 façons d'être réfractaire à une nouvelle technologie. En intelligence artificielle, il peut y avoir, par exemple, des apprenants qui ne veulent pas apprendre avec une intelligence artificielle. Ils ne veulent pas apprendre avec un assistant virtuel. Ils veulent avoir un formateur humain ou un tuteur humain.
ce qui est tout à fait honorable. Donc, il y a cette barrière-là qu'il faut prendre en compte, évidemment. Et la réalité virtuelle, c'est un autre bon exemple. Il y a des gens qui ont peur d'être ridicules, de porter un casque. Il y a des formateurs qui ne veulent pas mettre les apprenants avec un casque parce qu'ils veulent garder le contrôle de la classe. Et 1000 autres exemples comme ça dont vous avez conscience, j'imagine. Aussi, il y a un manque, il y a des contraintes liées aux connaissances, c'est-à-dire qu'il y a un manque de formation des formateurs. Alors là, je ne porte pas du tout de jugement. Je vais même, pour le coup, défendre les formateurs. En fait, c'est très difficile de maintenir le cap sur ces nouvelles technologies. Si on prend juste la réalité virtuelle, il y a un nouveau casque qui sort tous les 3 mois et il faut vraiment faire une veille technologique pour suivre. Même moi, évidemment, j'en fais une parce que c'est mon travail, mais même moi, en faisant une, j'ai l'impression de perdre le fil parfois. Donc, la technologie avance beaucoup trop vite finalement et les formateurs n'ont même pas le temps de se former. Moi, j'aimerais beaucoup faire de la recherche, par exemple, académique. Je parle vraiment de la recherche expérimentale en réalité virtuelle, mais en fait, ça va juste trop vite. Publier un article, ça prend 6 mois, c'est déjà trop tard. Donc, c'est sûr, c'est des aspects qui sont particuliers. Et ça, c'est une sacrée contrainte quand même. Et en intelligence artificielle, également, il y a un manque de formation chez les formateurs, mais en même temps, c'est normal. Tout le monde ne peut pas avoir malheureusement un doctorat en intelligence artificielle. Mais, et c'est pareil, les technologies vont vite. Puis là, on parle c'est très algorithmique en fait. Il faut quand même s'y connaître un petit peu en informatique pour comprendre. Bref, il y a vraiment un manque de formation chez les enseignants. Et évidemment, à toutes ces contraintes, on rajoute les contraintes de temps et d'argent. Moi, j'en parle même pas parce qu'elles sont toujours là, ces sacrées contraintes. Mais bon. Alors maintenant, vous vous dites... Alors là, on a beaucoup critiqué en fait. On a beaucoup critiqué finalement la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Donc là, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, on ne l'utilise pas, là, c'est trop compliqué. En fait, non, il ne faut pas se dire ça. Parce qu'évidemment, moi, je suis une mordue de toutes ces nouvelles technologies. J'adore ça. Je pense que une nouvelle technologie, c'est comme n'importe quoi. Si c'est bien utilisé, ça fait très bien l'affaire. Si c'est mal utilisé, c'est une catastrophe. Parce que c'est d'autant plus une catastrophe parce qu'il y a beaucoup d'investissements financiers. Mais maintenant, on va arrêter de râler et on va avoir la positive attitude. Donc là, je vais vous parler des potentiels, ce qui était un peu le second aspect de la question du jour, les potentiels pédagogiques de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle. Alors, en intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous donne juste des petits exemples très, 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 très ponctuels qui ont un peu la cote en ce moment. C'est les chatbots qui sont utilisés en éducation. Donc attention, c'est pas le chatbot quand vous allez sur le site Bell et que ça pop-up et que c'est pas du marketing là. C'est vraiment utilisé en éducation, c'est-à-dire que ça va prendre des données éducatives et ça va guider l'apprenant. Vous avez également les robots qui sont beaucoup utilisés dans les classes avec les plus jeunes. C'est dommage, ça devrait être utilisé avec les grands aussi, mais bon, apparemment, c'est plutôt ce public-là maintenant. Donc, ce genre de robot, ça permet d'initier à l'informatique, par exemple à la programmation et plein d'autres choses encore. Alors, pourquoi on utilise l'IA en formation? Là, je reviens à la formation à distance, c'est sûr que c'est un sujet qui nous intéresse plus. Le Graal, finalement, c'est de proposer des parcours adaptatifs aux apprenants. Plutôt que de les faire tous passer par la même séquence d'apprentissage, par le même scénario pédagogique, on pourrait avoir, parce qu'on est à distance et qu'on utilise des systèmes informatiques pour diffuser le cours, par exemple, on pourrait avoir des parcours adaptatifs. C'est ça qu'on va chercher à faire. Mais plus en détail, ce qu'on peut faire également, ça je viens de le dire, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les contenus. Alors, c'est ce qu'ils font à Coursera, par exemple. Ils utilisent le machine learning pour détecter, avec le machine learning, vous pouvez faire ce qu'on appelle la détection de patterns. Donc, vous pouvez détecter des problèmes, par exemple, dans le cheminement des étudiants. Par exemple, une vidéo qui n'est jamais vue ou un examen qui n'est jamais réussi, par une masse, encore une fois, masse de données. Donc ça permet aux concepteurs, aux formateurs d'améliorer leur contenu. Il y a de plus en plus de logiciels aussi qui détectent automatiquement le plagiat. Ça, c'est une question intéressante aussi pour les correcteurs. Tout ce qui touche à l'évaluation automatique, donc corriger automatiquement des questionnaires, par exemple, des quiz, faire de la rétroaction adaptée, faire du diagnostic cognitif. Ça, je vous réfère à tous les travaux sur les systèmes tutoriels intelligents. Il y a beaucoup d'articles là-dessus.
Tout ce qui est assistant virtuel, donc je vous l'ai dit, les chatbots, systèmes tuteurs intelligents, les robots humanoïdes, etc. Et puis, de manière générale, toutes les applications et logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc là, il y en a beaucoup, puisque l'intelligence artificielle est un peu partout maintenant. Mais vous pouvez trouver des applications qui utilisent l'IA et les insérer en contexte pédagogique, par exemple. En réalité virtuelle, attendez, je vais arrêter le petit bonhomme, je pense que vous l'avez tous vu. Alors, la réalité virtuelle, je l'ai beaucoup critiquée jusque-là, mais en fait, évidemment, vous vous en doutez, j'adore. Pourquoi? Parce que ça, bon, c'est le principe de la réalité virtuelle, mais bon, je vous le dis quand même, ça plonge l'apprenant dans un environnement virtuel. Alors, je sais, ça a l'air un peu bête comme ça, mais c'est super important. Pourquoi? Parce que vous avez là un moyen relativement peu coûteux, quand même, qui va plonger l'apprenant dans un environnement complètement virtuel d'un seul coup. C'est-à-dire que vous n'avez pas à organiser toute une simulation, vous n'avez pas à le transposer dans un endroit ou mettre un décor. Là, vous lui mettez, entre guillemets, juste un casque et vous le plongez dans un nouvel environnement. Donc, au niveau émotion, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est puissant comme outil. Et d'ailleurs, quand on enlève les casques, quand on fait de la réalité virtuelle avec des bons casques comme le Rift ou les HTC Vive, quand on enlève le casque, on réalise tout d'un coup enfin, normal, on est dans la même pièce de laquelle on est parti, c'est sûr. On réalise tout d'un coup qu'on est dans cette pièce alors qu'on était dans un environnement complètement… Il y a cette espèce de… On enlève le casque et « Ah, ok, en fait, oui, j'étais dans mon salon, c'est vrai, on est complètement transposé. » Donc, c'est extrêmement puissant comme outil. Je ne sais pas si vous imaginez. Rien que ça efface toutes les contraintes, je trouve. Alors, quels sont les potentiels pédagogiques? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, les cas sont un petit peu chers, certes. Oui, il y a des contraintes d'implémentation, contexte pédagogique et tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de vidéos 360 et plein d'applications de réalité virtuelle déjà existantes, souvent gratuites d'ailleurs, que vous pouvez directement utiliser dans un contexte pédagogique. Donc là, je vous donnerai des exemples après. Ou alors, vous êtes un peu aventurier et vous pouvez concevoir vos propres expériences pédagogiques en réalité virtuelle. Alors là, on va parler un peu plus de la vidéo 360 parce que c'est quand même plus facile. Mais qui sait, un jour, on aura peut-être un logiciel pour faire de la modélisation 3D un peu plus user-friendly. Et enfin, vous pouvez également faire concevoir aux apprenants du contenu pédagogique en utilisant la réalité virtuelle. Alors, je vous donne quelques exemples pour terminer. Ce sont les dernières slides. Donc là, il y a différentes démos que je vais vous montrer. J'ai enlevé le son des vidéos par contre, et après on pourra discuter de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en réalité virtuelle? Vous pouvez sensibiliser vos apprenants à n'importe quoi. Il y a plein de vidéos 360 là-dessus. Là, je vous montre la modélisation 3D avec Anne Frank, la maison d'Anne Frank en réalité virtuelle que vous pouvez visiter. Alors, pourquoi sensibiliser? Parce qu'en utilisant cette application, vous vous rendez compte finalement… Bon, déjà, vous avez le contenu de son journal, ce qui n'est pas négligeable, donc un petit passage de connaissances au passage. Mais également, en fait, vous vous rendez compte de l'exiguïté, je ne sais pas si on dit ça. Bon, à quel point la maison, entre guillemets, d'Anne Frank était exiguë. Et elle a vécu pendant une année, je crois, ou deux, dans cette toute petite maison. Et c'est ça qu'on entend par sensibiliser les apprenants. La réalité virtuelle, c'est l'outil numéro 1 pour ça. Oups, il faut que je passe comme ça. Vous pouvez également plonger l'apprenant dans un environnement difficilement accessible, ou rare, ou dangereux. Oh, excusez-moi, j'ai raté ma transition. Voilà. Ou dans un environnement difficilement accessible, ou rare, ou dangereux, etc. Donc ça, c'est le petit dernier sur HTC Vive ou Rift. Malheureusement, je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air vraiment super. On n'a pas tous les moyens d'aller visiter le château de Versailles. Bon, moi, il fut un temps, j'habitais à Paris. Évidemment, je ne l'ai pas fait, mais bon, bref. Mais c'est Google, excusez-moi, c'est Google qui a fait ça, qui a modélisé entièrement le château de Versailles, intérieur et extérieur. C'est un travail titanesque pour offrir une expérience complètement immersive.
Et en plus, d'après ce que j'ai compris, il y a des modes de jeu, donc il y a des formes d'enquête, tout ça. Donc vous avez vu, ils ont vraiment modélisé tout, même le Palais des Glaces. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que le Palais des Glaces est souvent en construction. Donc même quand vous y allez pour de vrai, vous avez des échafauds. Donc voilà, ça c'est vraiment tout récent, ça vient de sortir. Au passage, c'est une application qui est gratuite. Évidemment, vous avez du contenu pédagogique qui est diffusé. Vous pouvez également présenter à l'apprenant des environnements non perceptibles dans la réalité. Donc là, un bon exemple, c'est The Body VR. Donc c'est une application qui vous miniaturise virtuellement et vous vous baladez dans le corps humain. Et c'est du contenu pédagogique. Donc ça, c'est un bon exemple aussi. Je ne sais pas trop ce qu'on regarde, là, des cils, je ne sais pas trop. Enfin, non, c'est pas le dernier, mais vous pouvez également faire découvrir un nouvel environnement à l'apprenant. Donc ça, c'est une vidéo Made in Brainiac et CPU sur la visite de la station de biologie des Laurentides en vidéo 360. Donc là, c'est le trailer. Je peux pas tourner la vidéo. Vous voyez, c'est ça que voit l'apprenant dans son casque, en fait. Il visite ça. C'était pour former des stagiaires, pour leur présenter la station avant qu'ils la visitent pour de vrai ou s'ils ne peuvent pas la visiter pour de vrai. Donc voilà, ça c'est un outil intéressant aussi pour ça. Je vous passe une autre section. Voilà. Et enfin, je pense que c'est la dernière slide. Vous pouvez utiliser la réalité virtuelle pour développer de nouvelles compétences. Ça aussi, c'est très puissant. L'exemple que je vous montre là, c'est TickBrush. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est un logiciel pour dessiner en 3 dimensions. Ça, avant la réalité virtuelle, ce n'était pas possible. Vous pouvez sculpter, vous pouvez modéliser, mais vous ne pouvez pas dessiner en 3 dimensions. Ce n'est pas possible. Donc, c'est là où c'est vraiment un outil très intéressant pour ça. J'aime beaucoup cette application. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait mon petit tour. Bon, la morale de l'histoire, c'est qu'évidemment, l'IA et la réalité virtuelle en pédagogie, oui, bien sûr, j'y crois. Utopie, pour moi, c'est pas un gros mot. Comme je vous l'ai dit, là, c'est un rêve vers lequel on tend. Bon, on tend pas vers une intelligence artificielle qui contrôle tout et qui tue l'humain, évidemment. Cela va de soi. Mais bon, c'est ça. Moi, c'est mon leitmotiv. C'est les nouvelles technologies, si je veux les utiliser pour l'éducation. C'est ça le plus important pour moi. À mon avis, c'est vers là qu'il faut tendre. Donc, je pense que le partage se fait plus. Est-ce que c'est normal? Attends. Je veux juste remettre parce que j'ai la liste de questions. Donc, ma compagnie s'appelle Brainiac. Vous pouvez nous chercher sur LinkedIn. Et on est également sur Twitter. Et la vidéo 360, c'est un de nos services qu'on offre. Ça me ferait plaisir de parler avec vous après si vous voulez me contacter. Il n'y a aucun problème. Et je vous mets la liste de questions pour guider la discussion. Attendez, j'y arrive plus. Ah, voilà, comme ça. Voilà, on peut laisser ça. Un immense merci. J'espère que je n'ai pas été trop lente Mais il y avait du contenu, il y avait des exemples, des pistes de réflexion, d'action, avec 53 branchements actuellement sur un tel sujet. Je pense que tous peuvent te dire merci, Sophie, pour ta contribution. Je vais vous inviter dans un premier temps, si vous avez des questions à poser à Sophie, on pourrait le faire dans un premier temps pour ensuite aller voir de votre côté de la table ce que vous avez potentiellement comme projet réel, actuel, potentiel qui permettrait de partager de l'information. Sur le chat, vous pourriez, si vous avez des textes d'intérêt sur nos 2 sujets d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Si vous avez des références qui sont accessibles et qui seraient intéressantes à partager, vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant sur le chat, je vous invite à envoyer ça à l'adresse courriel du REFAD. On pourra ajouter. Tu avais le doigt levé, Sophie? Oui, moi je lève la main.
Je lève la main pour de vrai. Oui, j'ai juste vu le chat. Excusez-moi, je ne le voyais pas parce que j'étais en plein écran. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'utilise pas mal du contenu en anglais. Excusez-moi. À un moment donné, quand j'aurai le temps, je traduirai tous les graphiques que je vous ai montrés, qui ne sont pas de moi d'ailleurs. Donc, je suis désolée. C'est vrai qu'à Montréal, on travaille beaucoup dans les deux langues, donc je ne fais pas forcément trop attention. Et pour répondre à l'autre question sur les liens, en fait, j'ai préparé un PDF que vous allez demander à Alain si vous le souhaitez. Et dans le PDF, évidemment, les vidéos ne s'affichent pas, mais j'ai mis les liens sur les images à côté des vidéos. Vous avez juste à cliquer, il y a l'hyperlien et vous allez arriver sur YouTube avec les extraits. Justement, excuse-moi, Michel, il y a justement une question qui vient de Linda Leclerc du Conseil des écoles françaisoises qui est sur le chat. Est-ce que, pas uniquement tes ressources à toi, mais est-ce que toutes les ressources sont seulement en anglais? Sur l'IA et la réalité virtuelle en éducation? Oui. C'est sûr qu'on va trouver beaucoup de contenu en anglais. C'est vrai que c'est difficile parce que moi, je fais absolument plus la différence. En fait, c'est un défaut professionnel. Là, moi, je me rends compte même plus quand je lis en français ou en anglais. Mais c'est sûr que le contenu est plutôt en anglais. Mais pas toujours. The Body VR, si je me trompe pas, et je crois ne pas me tromper, c'est une application qui est en or parce que elle est traduite dans plusieurs langues. Il y a le français, il y a l'anglais, puis il y a d'autres langues encore, je crois. Donc c'est ça, il faut y aller application par application pour savoir. En passant, j'attirerai votre attention, j'ouvre juste une petite parenthèse sur le site web du REFAD, dans la section Webographie. Si vous tapez dans le petit moteur de recherche qu'il y a là, les mots réalité virtuelle ou intelligence artificielle, il y a 14-15 références qui sont là, qui sont en français, évidemment, mais qui sont des textes d'information forcément assez récents à cause des sujets. Et je vous réitère mon invitation, si vous pouvez, soit via le chat, soit en envoyant ça à l'adresse courriel du REFAD, ajouter des références ou des points de vue qui sont accessibles d'une façon ou d'une autre. On les partagera avec grand, grand plaisir, soit à travers la webographie de la FAD du REFAD ou autrement là, en lien avec ce qui va être envoyé à tout le monde, ceux qui vont en faire la demande, avec le document que Sophie nous a partagé aujourd'hui. Michel, il y a M. Louis Dupin qui voudrait prendre la parole pour répondre à l'oral à Sophie, car il y a des pistes de réponse à pas poser. Alors, oui, M. Dupin, on vous invite à activer votre caméra et votre micro. Si vous avez jamais pris Zoom, prenez votre curseur, descendez en bas, vous pouvez activer les deux. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, juste pour vous donner rapidement le contexte dans lequel je vais parler, je parle au nom de l'association France Immersive Learning qui rassemble les entreprises Orange, AGFIP, UPEC, qui est une université française, et Défi-Métiers, qui s'occupe de formation professionnelle en région Île-de-France. Nous ne nous occupons que de pédagogie en réalité virtuelle, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Et j'ai écouté avec attention ce que disait Sophie, et bien que étant d'accord sur beaucoup de choses que vous avez racontées, il y en a beaucoup où je pense qu'il y a des points de précision qui peuvent être emmenés. Sur la partie technique, notamment, on est d'accord qu'il y a à ce stade-là une barrière technologique qui existe, notamment pour tous les gens qui vont être primo-accédants. Et c'est une barrière technologique qui va être à peu près égale à l'arrivée de l'Internet ou de l'informatique qu'on a pu connaître il y a 20 ans dans les organisations. Il n'empêche que ce sont des défis qu'on a su relever à l'époque et grâce à l'implication de majors comme Facebook, on a parlé d'Oculus Rift tout à l'heure, Facebook a développé le casque Oculus Quest qui donne les capacités d'un ordinateur, enfin un casque connecté à un ordinateur sur des casques autonomes avec des durées de vie de batterie de 2 heures. On perd un petit peu en qualité visuelle, mais sur les applis développés en 3 dimensions ou en vidéo 360, on garde une qualité extrêmement satisfaisante pour un prix public à 450 €. Un prix entreprise à 1 000 €, ce qui va permettre quand même pour des organisations de s'équiper assez rapidement. On a évoqué tout ce qui va être parcours pédagogique. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour les primo-accédants, des périodes d'immersion de 10 à 15 minutes sont conseillées, puisqu'au-delà de ça, ça va devenir plus ou moins compliqué pour les personnes de supporter l'immersion, même si ce temps augmente avec la pratique.
Il n'empêche que, en fonction du design des applications qui sont faites, si vous êtes sur des designs d'applications qui vont être très statiques, typiquement un montage de moteur sur un établi ou une réunion en réalité virtuelle, puisqu'on n'a pas eu l'occasion encore d'évoquer la collaboration en réalité virtuelle. J'ai pu voir des primo-accédants nombreux passer plus d'une heure en réalité virtuelle d'affilée. D'ailleurs, pour information, il me semble que quand on va concevoir aujourd'hui ces outils-là, on ne va pas remplacer les pratiques actuelles. Dans le cadre de la formation à distance, on va garder des cours dispensés par un enseignant, on va garder des ressources numériques en ligne, on va augmenter les pratiques. On va augmenter les pratiques avec des capsules virtuelles qui permettent d'avoir de l'expérientiel, de créer de l'empathie, de créer de l'émotion, comme l'a dit Sophie. Et c'est là où la conduite du changement de la pratique des enseignants, leur formation en est un point extrêmement important, mais il est aussi important de permettre à ces enseignants de saisir le potentiel des applications de réalité virtuelle, et cela ne se fera que par un usage. Donc, à toute personne qui écoute aujourd'hui cette conférence et qui n'a pas eu l'occasion de mettre un casque, c'est la première chose que je vous conseille de faire quand vous éteindrez votre ordinateur. Ceci étant, il reste une dernière chose que je voulais vous dire et qui pourrait être intéressant pour une table ronde comme celle que vous êtes en train d'organiser, et j'en remercie le REFAD pour ça. Il existe aujourd'hui des plateformes tout à fait opérationnelles, comme la plateforme Engage, qui est une plateforme de réalité virtuelle qui est développée par des Irlandais et l'Université d'Oxford, qui permet de faire des cours en réalité virtuelle. Ces cours peuvent accepter 50 personnes et un enseignant qui va avoir à sa disposition des ressources numériques classiques, PowerPoint, PDF, mais il va aussi pouvoir utiliser des vidéos 360 en visualisation collective. Il va aussi pouvoir utiliser des assets 3D. En termes d'opérationnalité de la plateforme, aujourd'hui, tous les mois, vous pouvez assister au CPD in VR, qui est organisé par l'enseignant Stephen Bambury de l'Université de Jazz Dubaï, où nous nous retrouvons à une cinquantaine de personnes en réalité virtuelle pour discuter de réalité virtuelle dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la formation professionnelle. Si jamais beaucoup de personnes sont équipées de casques autour du réseau là que nous sommes en train de cette table ronde, ça peut être une opportunité de découvrir aussi ces modalités de communication et de collaboration en réalité virtuelle. Merci de m'avoir laissé la parole. Mais merci bien. Il y a un petit conseil que j'ai retenu notamment, c'est d'expérimenter pour connaître. Parce qu'on a beau parler, on a beau lire, expérimentation, une image vaut 1000 mots. La part d'un casque vaut certainement l'expérience. Je vous invite à la liste, sous la liste des participants, il y a une petite main bleue que vous pouvez lever pour soit commenter ce qui vient d'être dit ou poser des questions. Ça devrait apparaître. Ne vous gênez pas, on est une cinquantaine de participants autour de la table. Il nous reste une quinzaine de minutes, tout au moins. Donc, c'est une table d'échange. Je vois que le chat est fort bien utilisé pour différentes références. Et vous n'avez qu'à lever, en principe, je vais juste descendre m'assurer. Collège de la Cité, ça c'est... Oui, OK. Excuse-moi, j'avais l'impression que la main levée apparaissait directement dans le haut de l'affichage. Je vois que non. Michel, il y a peut-être un commentaire et il y a une question ensuite. Oui, Commentaire de Claude Blot de l'Université TELUC qui parle maintenant d'un abonnement genre Netflix qui donne accès à plus de 600 jeux et applications à volonté. Il y a une question. La réalité augmentée va frapper beaucoup plus fort que la réalité virtuelle. Elle sera aussi très importante en éducation. Sophie, est-ce qu'il y a des commentaires à ce sujet? Oui, c'est vrai que je n'ai pas mentionné la réalité augmentée. J'avoue que c'est moins mon dada, en fait, la réalité augmentée, parce que moi, je suis dans le virtuel, full virtuel, immersif. C'est ça que j'aime, en fait, moi, dans la réalité virtuelle. Donc, je suis moins, et c'est vrai que j'ai pas montré trop d'exemples. Mais d'ailleurs, le 5 décembre, on sera à la POP, et là, je suis censée parler de réalité augmentée, donc je vais montrer plus d'exemples à cette conférence-là à Québec. La réalité augmentée, c'est très intéressant en contexte pratique. Enfin, comment dire c'est pas ça que je veux dire. C'est on the job training là.
directement quand on est en train de faire le travail, en fait. Il y a des applications à la fois en classe et en formation qui sont vraiment intéressantes. Donc, on peut passer le téléphone, par exemple, devant une nouvelle machine et puis ça va afficher du contenu. Chez les élèves, ça permet d'avoir plein de petites applications. Par exemple, en astronomie, ça ouvre le système solaire, par exemple, puis on se rend bien compte du mouvement des planètes, etc. Donc, c'est sûr, c'est des applications qui sont très intéressantes aussi. Nous, on travaille beaucoup moins avec, en fait, parce qu'on est plus dans la réalité virtuelle. Et on enlève des contraintes avec la réalité augmentée. Souvent, ça marche avec le cellulaire, enfin le téléphone mobile. Et du coup, on enlève beaucoup de contraintes vis-à-vis de ça, puisque, a priori, tout le monde est équipé d'un téléphone mobile, d'un smartphone. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel intéressant. Excellent. Merci, oui, oui. excuse-moi, Michel, vas-y. Vas-y. Il y avait un conseil il y avait une question aussi de DTS, un conseil pour les casques de réalité virtuelle, parce qu'on voit quand même les contraintes qui sont reliées avec ça. Je vois pas la question. Un conseil, ok, c'est bon. Ah oui, du coup, je vais revenir à l'intervention de Louis. Très intéressant, Louis. Et en fait, c'est parce que c'est en lien avec les casques aussi, parce qu'il a parlé du Quest. Louis, oui, c'est vrai qu'il existe. Je n'ai pas parlé du tout de réalité virtuelle collaborative, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des applications intéressantes, surtout dans les jeux. Parce que malheureusement, j'avais des contraintes de temps. Puis bon, c'est Alain, il m'a dit tu parles pas plus de 10 minutes, tu parles pas plus de 10 minutes. Il a été très, très, très sévère avec moi. Non, c'est pas vrai. Donc c'est ça. Malheureusement, il y a plein de choses que dont j'ai pas pu parler. Et c'est vrai, tu as raison, il utilise. Alors, plateforme Engage, par contre, je ne connais pas. Moi, je suis en lien avec Meeting VR. Il y a plein d'entreprises comme ça qui commencent à utiliser ces applications-là. Pour ceux qui ne connaissent pas la réalité virtuelle collaborative, vous l'avez compris, chacun met son casque, a priori à distance, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Et on se retrouve dans un salon virtuel finalement. Et là, soit on fait une réunion, soit, comme disait Louis, on peut suivre un cours, par exemple, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, évidemment, parce que vous avez cette notion de présence qui est là. Et Louis parlait également du Quest. Là, bon, ça prend encore tout un cours, là, mais c'est vrai qu'en réalité virtuelle, on a du degré de liberté 3 à du degré de liberté 6. En gros, ça veut dire que soit vous avez un casque que vous mettez, vous pouvez juste évidemment, vous pouvez regarder à 360, c'est l'intérêt, mais vous n'avez pas cette profondeur-là. Pourquoi? Parce que vous avez rien qui capte votre position dans la pièce. Alors que vous avez des casques comme le Rift, l'HTC Vive, qui lui, enfin, il y a des capteurs externes, en l'occurrence, qui vous captent, et là, vous pouvez donc vous déplacer. Donc, au niveau immersif, c'est super parce que vous pouvez vous déplacer. Vous ne courez pas comme un fou, comme dans Ready Player One, s'il vous plaît. Vous êtes quand même limité dans un espace, mais vous avez quand même cette notion de profondeur, et surtout, vous pouvez prendre un objet, vous pouvez le tourner, vous pouvez tourner autour de l'objet, etc. Et effectivement, il y a des nouveaux casques qui sont sortis qui sont un peu intermédiaires, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas filaires, donc on enlève le fil, comme le Quest, et qui permettent d'avoir cette notion de profondeur. Bon, là c'est là où je suis beaucoup plus titilleuse. C'est vrai que le Quest a beaucoup démocratisé et tout. Bon, c'est vrai que moi, je suis un peu plus pointilleuse parce que moi, je suis une gameuse, en fait. Donc, moi, j'ai beaucoup d'exigences au niveau de la technologie, et c'est sûr que je préfère le Rift S ou les HTC Vive parce que je trouve qu'on pousse jusqu'au bout, et on est moins restreint par la batterie, finalement. Mais effectivement, le Quest, ça reste un très bon casque qui est peu cher. Et de toute façon, le but, là, on en est à la démocratisation. Là, on n'est pas à l'implémentation partout. On en est vraiment à la démocratisation. Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des casques pas trop chers. Bref, pour répondre Ce qui soulève la question des contraintes. Si vous avez la question des contraintes. Et pour répondre à la question d'un conseil pour les casques, alors nous, chez Brainiac, on a l'Oculus Go, parce que l'Oculus Go est encore moins cher que l'Oculus Quest. C'est du 3 degrés de liberté. Vous pouvez juste regarder partout, mais ça reste un très bon casque. Il est très confortable. Et alors, petit détail qui tue, mais qui est très important pour les formateurs, l'Oculus Go, le casque, ce n'est pas pour l'audio, hein, parce que vous avez le casque devant vous, puis vous avez l'audio. Il faut toujours avoir le son quand même dans une expérience de réalité virtuelle. L'audio, en fait, est sur les tempes, en fait. Les oreilles ne sont pas couvertes. Et ça, pour les formateurs, c'est super parce que les apprenants peuvent entendre le formateur en classe, par exemple.
quand vous mettez le casque, quand l'apprenant met le casque, il a les oreilles dégagées. Donc, il peut quand même entendre ce que lui dit le formateur. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est quand même intéressant de le mentionner. Donc, pour conclure, je recommande plutôt le Go pour commencer. Et le Quest, évidemment, ça reste un bon compromis pour ne pas partir dans le filaire. Parce que qui dit filaire dit ordinateur performant avec carte graphique à $300 ou laptop VR Ready à $2000. C'est ça qu'il faut réaliser aussi. Les casques ne sont pas trop chers, les filaires, mais il faut avoir le matériel derrière. L'équipement qui vient avec. Merci beaucoup, Sophie. Il y a une question de main levée du côté du cégep à distance. Pour tous ceux qui sont en ligne actuellement, si vous avez des questions, des commentaires, des informations sur des expériences que vous menez ou que vous souhaitez mener, n'hésitez pas pour lever la main, pour partager. C'est un bel espace, cette table d'échange, pour essayer de comprendre ce qui se passe un peu plus sur le terrain aujourd'hui. Dans le vrai monde. Et il y a beaucoup de choses qui se font, donc n'hésitez pas. Donc, Michel, au cégep à distance pour commencer, collège éducation tout de suite après. Michel, il y a quand même beaucoup de questions dans le chat. Ce que je propose de faire, c'est commencer par le cégep à distance. J'irai prendre une ou deux questions dans le chat. On reviendrait ensuite à l'éducation. Et petite question, alors que le cégep à distance prend la parole. Monsieur Dupin, vous avez envoyé quand même énormément d'informations en très peu de temps. Est-ce que si vous pouvez nous faire suivre des liens dans le clavardage, peut-être pas, mais directement à refad@sympatico.ca, mais je me ferai un plaisir de faire circuler à tout le monde. Eh bien, oui, je vais noter l'adresse mail et si vous voulez, on peut reprendre une discussion et je vous envoie toutes les informations qui vous intéressent pour diffuser à l'ensemble du groupe. Ce sera avec plaisir. Oui, moi aussi, il y a beaucoup de questions aussi. Pareil, il faut que je prenne un peu de temps pour vous chercher des ressources en français notamment ou il faudrait presque faire un Word, un Drive en fait ou quelque chose comme ça, un document collaboratif. Et si vous voulez, on vous met tout ça. Alain, tu verras comment tu veux procéder. Parfait. Ben, on laisserait la parole à Cégep à distance. Vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, merci. Hey, bonjour. Bonjour. On se revoit. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en plein jeu d'évasion à la Oui, on a fait un jeu d'évasion pédagogique, effectivement. Voilà. Et j'ai réussi avec tout le groupe à sortir. Oui, tout à fait. Je prends la parole de vive voix. Comme ça, il y avait une des questions que tu avais posées justement sur comment accompagner tous les acteurs en fait, du monde de l'éducation dans cette transformation face à l'impact de l'intelligence artificielle. Et puis, moi, je pense que déjà, ta présentation ou ce type de présentation de déjà démystifier l'intelligence artificielle, je trouve que c'est déjà une première étape intéressante parce que, puis tu le disais dans ton discours, je vous rassure, tu nous as beaucoup rassurés. Et j'ai l'impression que voilà, on est à cette étape de déjà rassurer les gens du monde de l'éducation et puis de voir, de réfléchir ensemble comment on peut aussi avoir une démarche peut-être pour reprendre un mot anglais de empowerment, d'autonomisation des acteurs en fait. Je pense que c'est une réflexion qu'on a beaucoup peut-être, en tout cas nous on a au cégep à distance, comment on peut mieux accompagner nos tuteurs, nos enseignants, nos concepteurs pédagogiques aussi face à ce boom de l'intelligence artificielle. Donc, c'était vraiment plus pour voir un peu ce que tout le monde pensait de cet accompagnement, quelles seraient les stratégies, donc déjà des présentations, réfléchir à des formations peut-être aussi. Voilà, c'était cette question-là que je voulais soulever. C'est une bonne remarque. C'est un de nos services chez Brainiac, justement. C'est les formations, les ateliers. Oui, c'est ça. Michel, j'embarquerai peut-être pour une question dans le chat, si tu me permets. Vas-y. Alors, il y a une question qui flotte dans le chat depuis le clavardage depuis assez longtemps. Avez-vous des données sur la rétention, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle? Je crois que je l'ai vu, ça. Eh oui, ça, c'est la question à $1000. Eh bien, non. Parce que, comme je le disais, enfin non. En fait, je dis pas non, c'est pas un non définitif, mais c'est juste comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de publications dans le domaine. Moi, je maintiens une veille au niveau des journaux, mais le problème, c'est que ça avance tellement vite que les gens on publie pas vraiment dans ce domaine. La réalité virtuelle, il y a des articles sur la réalité virtuelle, mais qui sont plus au niveau de la technologie en tant que telle. Donc, tout ce qu'on a finalement entre nous, c'est des expériences pratiques. Et ça, je le dis et je le redis.
En fait, dans le milieu francophone, là, il nous manque vraiment une conférence là-dessus ou une communauté de pratique, mais moi, je verrais bien une conférence où on échangerait finalement. Nous, chez Brainiac, c'est quelque chose qu'on propose. Je vais vous dire la réalité. Le vrai, c'est que chez Brainiac, on propose toujours un service recherche. Et le pire, c'est qu'on le propose gratuitement. C'est-à-dire que nous, évidemment, ça nous intéresse de savoir s'ils ont mieux appris avec la réalité virtuelle que par rapport à une autre formation plus classique, entre guillemets. Évidemment. Donc, nous, on propose, en plus, moi, j'ai travaillé dans ce domaine, je travaille en recherche expérimentale, donc on est capable de faire des questionnaires pré et post. Moi, je suis capable de faire des analyses statistiques, je maîtrise SPSS, je suis à fond, je suis prête, on l'offre gratuitement. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, je comprends très bien. La plupart du temps, on n'a pas le temps, l'implémentation doit se faire vite, puis ça veut dire qu'il faut mener, pour faire une vraie recherche, là, il faut mener une vraie recherche, c'est-à-dire qu'il faut un groupe contrôle, il faut un groupe expérimental. Et souvent, c'est très exigeant, c'est encore une fois beaucoup de contraintes qui s'implémentent dans une formation qui est déjà pas, voilà, bon. Donc, pour l'instant, on n'y arrive pas beaucoup. Mais on est quand même nombreux à utiliser la réalité virtuelle en classe, en formation. On n'est pas. Donc, ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse plus des communautés de pratique. Ça commence, hein. On commence à en parler. J'imagine qu'à la POP, on va en parler à Québec le 5-6 décembre prochain. Évidemment, on va tous se rassembler. À la CIRTA aussi, on en parle à ces colloques-là. Je suis sûre qu'en France également et dans les autres pays, il y a des colloques, des conférences. Vous partagez vos pratiques. Mais c'est vrai que ça manque d'un petit peu plus de rigueur scientifique sans doute. Bon, à cause du temps, encore une fois. Et ça manque d'une belle communauté de pratique francophone et internationale. Donc, voilà, peut-être que le REFAD pourrait être organisateur de... Mais c'est vrai, oui, ça manque ça. Je l'ai vu, cette question, justement. Et merci de l'avoir posée. Et c'est ça. Faisons quelque chose tous ensemble sur ce sujet. Merci pour ce commentaire, Sophie. Éducation, vous aviez une main levée tantôt. Vous avez encore des commentaires? Simplement défendre pour activer. C'était plus dans l'idée de... Merci, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Dans l'idée de faire un suivi, un petit peu un partage avec des projets qui sont en cours. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler avec le REFAD. Mais je faisais le lien parce qu'en termes de réalité virtuelle, nous, on a découvert ça en 2014-2015 quand le REFAD est venu faire un colloque à Vancouver et il y avait une conférence d'ouverture qui était de Steve Couture et qui avait déjà commencé à amener cette idée-là. Et c'est pour moi que ça a vraiment allumé. Et puis tout ça, ça a donc semé un peu des graines et ça a permis de développer un projet qui est en cours en fait et dans lequel je retrouve tellement des défis qui ont été mentionnés tout à l'heure et au niveau du potentiel aussi par Sophie. C'était vraiment très intéressant parce que nous, on est à mi-chemin, donc c'est un projet qui est financé par Santé Canada et c'est une formation en réalité virtuelle dans le domaine de la santé en français au Canada. Et c'est nous qui pilotons ça. Et donc, on est parti sur une technologie pas en 360. On est parti, on développe sur le HTC Vive en l'occurrence. Et donc, ce sont des modules de formation. Donc ça, il y aura l'occasion d'en parler. Mais nous, le potentiel, on l'a vu. Je tiens mon chapeau à nouveau au REFAD parce que ce rôle de veille et de promotion aussi des nouvelles technologies, c'est très important. Donc, nous, on y a cru à ce potentiel-là. Et au niveau pédagogique, voilà. Tout le potentiel, il est là. Et le défi que j'ai relevé tout à l'heure d'éviter l'effet wow, j'ai beaucoup aimé ce commentaire tout à l'heure, d'éviter l'effet wow et de rester sur les bases pédagogiques parce que ce glissement, il est là, quoi. Et puis, donc voilà, donc j'espère pouvoir communiquer de toute façon avec vous dans pas très longtemps pour un lancement. Ça va être graduel et puis après un déploiement à l'échelle pan-canadienne de ce projet. Qui est encore en phase de gestion et de création du nom. On est en train de trouver le nom du projet, mais il y a déjà de très, très belles choses et complètement immersif, vu qu'on est parti effectivement sur une plateforme avec un casque assez haut de gamme. Et puis, donc voilà, c'était juste pour faire ce commentaire-là, parce qu'il y a déjà en fait des projets, je pense qu'il y en a d'autres aussi à l'échelle du Canada qui sont en train de se faire, et c'est avec tous les défis, hein, la technologie avance très rapidement, et puis on essaie de rester au maximum proche de ça, mais en tout cas, c'est un projet en cours que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On arrive presque au terme du temps dont on disposait. Ceci étant dit, si vous avez quelques commentaires à faire ou quelques questions que ce soit à poser, levez la main, c'est toujours le temps. Je me permettrai de me tourner quelques secondes vers Mme Schwetz, qui, en début de rencontre, vous mentionniez que que vous souhaitiez partager ou prendre la parole. Est-ce que vous avez un commentaire additionnel à poser à ce moment-ci avant qu'on
qu'on ficelle, qu'on attache les dernières ficelles de cette rencontre-là. Enlevez votre sourdine, s'il vous plaît. Oui, voilà. Merci beaucoup. Bon, en fait, merci oui, effectivement, tout d'abord pour cette présentation que je trouvais super, en fait, exhaustive. Une chose que je pourrais rajouter par rapport à notre expérience de notre projet à nous, c'est ce que Je suis désolé, je vous arrête. La communication audio est très mauvaise. Donc, on ne pourra pas. Si vous voulez réessayer quelques mots, mais de mon côté ici, je perds un mot sur deux. Je vous laisse réessayer si vous, juste pour faire le test, c'est la première fois que le son passe pas bien. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ce que vous venez de dire, ça va, oui. D'accord. Bon, alors, je voulais juste dire que je voudrais juste rajouter par rapport à cette présentation exhaustive que la réalité virtuelle, elle permet, en fait, est-ce qu'on explore dans notre projet à nous, de utiliser les éléments pédagogiques. Donc, on a mentionné plein des aspects, mais justement, la réalité virtuelle permet de mettre en évidence certaines choses qui ne sont pas liées ni à la physicalité, ni disons à l'entourage, mais qui font partie de la méthodologie de la pédagogie même. Donc, et ça, c'est génial parce que ça permet en fait, et ça aussi permet d'algorithmiser effectivement l'expérience pédagogique. Et j'ai partagé le lien vers cette projet que nous travaillons là. Et donc, je vous invite aussi de voir. On va bientôt sortir la version Insta. Elle sera accessible. Donc, mais juste pour dire qu'effectivement, le potentiel est énorme et il faut l'explorer. Et je crois effectivement que tout le monde est lancé là et il faut nous lancer aussi en tant que formateur. Merci beaucoup pour ce commentaire positif. Alain, sur le chat, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant de repasser la parole à Sophie pour un dernier commentaire sur la rencontre d'aujourd'hui? Oui, on va continuer, mais pour les volontaires, si Sophie est disponible quand même. Il y aurait une autre question qui flottait dans le chat, dans le clavardage. Avez-vous des données, non, ça j'en ai parlé sur la rétention, je suis désolé. Des travaux à recommander sur le sujet de l'appropriation et de ses conditions de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée par les acteurs de la formation professionnelle, formés et formateurs. Je l'ai vu, c'est une question bien intéressante également. J'ai pas de travaux comme ça à recommander et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travaux encore bien pertinents parce que l'IA est un peu dans et pas encore beaucoup utilisée non plus en éducation. Donc, les seuls travaux moi, que je connais qui sont quand même bien complets, c'est tout ce qui touche au système tutoriel intelligent. Donc là, il y a toute une revue de littérature quand même qui est assez complète. Il y a une conférence annuelle. D'ailleurs, la dernière a eu lieu à Montréal. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, notamment au GEDAC de l'UQAM et ailleurs. Et là, il y a quelques chercheurs qui sont penchés sur comment dire, le rapport finalement entre l'apprenant et ce système tutoriel intelligent qui sont intéressants. Mais sinon, comme l'IA n'est pas encore forcément vraiment beaucoup utilisée, là j'ai beaucoup parlé d'IA, des différentes techniques et tout, mais c'est surtout les startups d'IA qui font ça. Et bon, les premiers bénéficiaires, en fait, le tout premier bénéficiaire évidemment, c'est l'armée, comme d'habitude. Et après, c'est les banques, les assurances, c'est eux qui utilisent vraiment ces solutions en fait pour le moment. Et l'éducation est un peu à la traîne parce que l'éducation, comme d'habitude, n'a pas d'argent, ce qui est bien dommage. Et du coup, ça m'avance un peu plus doucement. Donc malheureusement, j'ai pas vraiment d'études à proposer, mais bon, je regarderai quand même. Je ferai un petit tour rapide. Mais c'est ça. Et merci beaucoup, Sophie. Une rencontre, je ne vois pas d'autres mains levées sur le chat. Je viens de faire le tour. Michel, Oui. il y a François, l'homme de l'ombre, qui est un peu timide, qui a passé par moi. François, qui est du CEDAF, qui voudrait poser une question. Vas-y, François. Oui, bonjour. Excusez-moi, François Dallaire du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Je suis là en soutien technique, mais je n'en peux plus tellement le sujet est intéressant. J'aimerais poser la question sur l'arrivée des ordinateurs quantiques.
est-ce que ça va avoir une influence fondamentale au niveau de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle? Parce que il me semble que la puissance de ces ordinateurs devrait améliorer grandement les résultats actuels. Donc, je pose la question à Sophie. Merci. Oui, effectivement, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on va atteindre une puissance de calcul. En fait, pour le moment, les algorithmes de machine learning, ça dépend quelle tâche on lui demande de faire. Mais bon, selon les tâches, ça peut prendre parfois plusieurs jours, hein. On fait tourner les algorithmes sur l'ordinateur plusieurs jours pour que le réseau de neurones apprenne ce qu'on veut qu'il apprenne. Donc, effectivement, les ordinateurs quantiques vont changer beaucoup de choses là-dessus. Mais c'est toujours la même chose. Ça va augmenter la mémoire, le process, ça va rendre les choses plus rapides. Donc certes, évidemment, ça va changer parce que évidemment, quand une tâche est plus rapide, ça laisse plus de temps aux chercheurs de travailler sur une autre tâche. C'est toujours pareil, donc ça s'améliore. Mais est-ce que ça va rendre forcément les machines plus intelligentes juste grâce à ça? Pas forcément, parce qu'on cherche encore une fois Si vous saviez à quel point notre cerveau est compliqué à imiter, parce que moi j'ai étudié les deux, j'ai étudié l'IA et les neurosciences. Déjà, on sait pas vraiment comment fonctionne le cerveau, premièrement. Et le peu qu'on sait, c'est tellement difficile à imiter. Il y a tellement de choses, c'est tellement compliqué. Donc, imaginez, là, le machine learning, on a des bons résultats, mais c'est des machines, on leur balance des milliards de données, mais nous, on n'a pas toutes ces données-là, et pourtant, on est super intelligent. Enfin, parfois, pas toujours, mais donc, c'est ça, ça va pas forcément améliorer. Ce qu'il faut, c'est Là, je vais faire plaisir à mon ancien directeur de thèse, mais ce qu'il faut, c'est travailler sur les théories en IA, en fait. Faut vraiment, là, on est vraiment dans les théories de mathématiques. C'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler, finalement, pour essayer de trouver des théories plus poussées pour imiter encore plus cette intelligence humaine, finalement. Donc, voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui passait. J'ai peut-être lu de travers, là, mais j'ai vu Elia en réalité virtuelle. J'ai cru voir quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, toutes les applications utilisent un peu des techniques d'IA hein, d'une manière ou d'une autre, pour tout ce qui est gestion des données, enfin tout ce qui est traitement des données, des choses comme ça. Il y a toujours un peu cette idée-là avec le big data notamment de faire ça. Mais c'est sûr que les applications de réalité virtuelle, pour l'instant, c'est surtout des jeux, hein, c'est surtout des jeux vidéo. Donc, il y a quelques petites astuces d'IA qui sont utilisées dans les jeux vidéo. Hein. C'est toujours, là, alors on va pas faire un cours sur les jeux vidéo, mais bon, en gros, pour rendre les adversaires plus performants et des choses comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de transcendant forcément dans le domaine. Merci infiniment. Je vois que le nombre de participants baisse, c'est un peu normal. Il y en a beaucoup qui ont des engagements passés 13 heures hors local ici. En France, c'est plus 6 heures, je ne me trompe pas actuellement en plus. Donc, je me permettrai de te remercier, Sophie, grandement pour une contribution extrêmement riche à cette table d'échange. Tu auras le mot de la fin, mais je vais laisser la parole à Alain pour les derniers commentaires sur cette table d'échange dans laquelle on a fait beaucoup d'acquis, je crois. Merci. Un énorme merci. Pardon. Un énorme merci à Sophie pour une excellente table d'échange. Merci à tout le monde, une très, très grande participation. Et c'est un des clavardages les plus riches que j'ai vus. Alors, si vous voulez, encore une fois, vous voulez obtenir le document, le clavardage, le lien vidéo, contactez le REFAD. Si, de votre côté, vous vous réveillez à 3 heures du matin en vous disant « J'ai oublié de faire circuler cette information-là », abusez du réseau. On est là, le REFAD, pour ça, faire circuler, réseauter entre les participants, entre les organismes, entre tous les établissements, les individus. C'est vraiment une des tables les plus riches qu'on a eues de notre côté. Je vous remercie tout le monde. C'était incroyablement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de participation. C'est un sujet qui est riche, qui est à devenir encore. On peut se considérer d'une certaine façon, surtout Sophie et les gens qui travaillent dans le RV et l'IA, je pense entre autres à Julien au Collège Éducation, comme des pionniers. Et merci encore. Et je laisse le mot de la fin à Sophie. Ah, il faut que je dise quelque chose d'intelligent là.
Non, mais c'est ça. Écoutez, moi, j'aurais voulu vous dire tellement plus sur le sujet, mais c'est sûr qu'on manque, encore une fois, une contrainte de temps. Je l'avais dit que c'était une des pires contraintes, celle-là. Contrainte de temps, contrainte d'argent, on a tous à travailler. Donc, c'est ça. Le mot de la fin, c'est que oui, c'est des technologies qui sont très récentes, qui évoluent très vite. Et donc, on perd un peu le fil, hein. Et puis, il y a encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes liés à cette technologie. Ça, c'est vraiment important, je pense, de le mentionner. Donc, on a souvent une perception erronée, en fait. Donc, oui, il faut continuer de se former entre nous déjà et de former les formateurs, finalement. Ça va devenir ma spécialité, ça, je pense, former les formateurs. Parce que c'est des technologies qui sont extrêmement puissantes. L'IA aussi, on a un peu moins parlé d'IA, mais c'est extrêmement puissant. Imaginez faire des cours qui s'adaptent complètement à l'apprenant, parce que chaque apprenant est différent. Et en plus, chaque apprenant évolue au cours du temps. Il peut être plus motivé au début, moins à la fin, souvent c'est dans ce sens-là. Donc, c'est là où ça devient extrêmement puissant, intéressant, mais il ne faut pas perdre cette notion de design pédagogique bien ancrée, pas trop se faire avoir par l'effet wow. Bref, c'est pas facile, mais c'est ça. Il faut continuer d'en parler entre nous, je pense. Et puis, encore une fois, utiliser ces nouvelles technologies pour l'éducation. À mon avis, c'est un bon plan. Voilà. Nouvelles technologies pour l'éducation, oui. Pour la guerre, non. Excellent mot de la fin. Merci infiniment, Alain. Ben, merci tout le monde. Encore une fois, contactez le réseau pour obtenir l'information, contactez le réseau pour diffuser de l'information, ça va nous faire plaisir. Je lève mon chapeau à Sophie, c'est toujours agréable de travailler avec toi. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Au revoir. Bye.